oui, place à présent à notre feuilleton, l'histoire des Juifs de France. Tous les jours, en compagnie de Christophe Dard, nous retraçons de manière chronologique les épisodes, les dates et les personnalités qui ont fait l'histoire de la communauté juive dans l'Hexagone. Pour ce nouvel épisode de notre série, nous sommes à la toute fin du XVIIIe siècle, en 1799 plus précisément. Le 9 novembre, le régime du Directoire, en place depuis 4 ans, est renversé à la suite d'un coup d'État qui porte au pouvoir le général Napoléon Bonaparte. À tout juste 30 ans, il devient le nouvel homme fort d'un pays qui, en 10 ans, a connu la monarchie absolue, la Révolution française, la monarchie constitutionnelle, la guerre, une première république, puis le Directoire. Bonaparte a donc la lourde tâche d'unifier un pays en difficulté et nous allons voir plus précisément justement qu'il s'est toujours intéressé aux Juifs et cela sera une constante au cours de ces années de consul puis d'empereur. Pour commencer ce numéro sur les relations donc entre Napoléon Bonaparte et les Juifs, peut-on rappeler, Christophe, pourquoi Bonaparte s'impose en 1799 comme un choix évident pour diriger la France? Et oui, l'homme providentiel, parce que en fait, depuis 4 ans, Napoléon Bonaparte est un général de l'armée de la République très populaire. Il a gagné de nombreuses batailles lors de sa première grande campagne, c'était en Italie, puis en 1798 en Égypte, qui n'a d'ailleurs pas qu'une campagne militaire, mais aussi scientifique. Et malgré une campagne en demi-teinte, au cours de laquelle Bonaparte a brillé à la bataille des Pyramides, mais a aussi essuyé de lourdes défaites lors de la bataille d'Aboukir, puis lors du siège de Saint-Jean d'Acre, laissant ensuite la main à Kléber pour poursuivre la campagne d'Égypte, Bonaparte reste très populaire dans les milieux politiques, alors que la France, elle, fait toujours face à des guerres civiles dans l'Ouest, notamment, et que la situation économique, elle, ne s'améliore pas. Alors, quittant rapidement l'Égypte, Bonaparte arrive à Paris le 16 octobre 1799. Son frère Lucien est le président de l'Assemblée des 500, l'une des 2 assemblées législatives françaises du Directoire. Tout est donc réuni pour que le 9 novembre 1799, Bonaparte prenne le pouvoir et se fasse nommer premier consul. Et oui, dans une ambiance assez survoltée, dans une nouvelle constitution, dans la foulée, le premier consul, en fait, détient l'essentiel des pouvoirs. Il va nommer les ministres, les ambassadeurs, les officiers de l'armée et les juges, ainsi que le Conseil d'État qui rédige les lois. Et les 2 autres consuls avec lesquels il gouverne ont, eux, peu de pouvoir pendant le consulat qui va durer moins de 5 ans. Jusqu'en 1804, Bonaparte crée la Banque de France, une nouvelle monnaie, mais aussi les fonctions de préfet et de sous-préfet. Il promulgue également le premier code civil et puis crée la Légion d'honneur. Napoléon Bonaparte s'intéresse alors depuis plusieurs années à la situation des Juifs qui, on le rappelle, sont citoyens français depuis 1791. Lors de ses campagnes militaires, leur sort l'a souvent intéressé. Et il rencontre pour la première fois une communauté juive en Italie en 1797 dans la ville d'Ancône, dans le centre du pays. Et une communauté juive remonte depuis au moins le Xe siècle. Les Juifs vivent alors dans un ghetto, comme dans plusieurs cités italiennes. Bonaparte ordonne que les Juifs du ghetto enlèvent le bonnet jaune et le brassard de la même couleur qui servent à les identifier et à les distinguer du reste de la population. Il décide que les Juifs sont des citoyens comme les autres et il fait détruire les nombreux ghettos juifs en Italie. Le 30 juin 1798, au tout début de la campagne d'Égypte, alors que Bonaparte et ses hommes sont en route pour Alexandrie, le général ordonne à ses soldats à bord du bateau l'Orient de se comporter avec les musulmans comme avec les Juifs en Italie. Il proclame: ne les contredisez pas, agissez avec eux comme nous avons agi avec les Juifs, avec les Italiens, ayez des égards pour leurs mouftis et leurs imams, comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques. Les légions romaines protégeaient toutes les religions. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe. Il faut vous y habituer. Quelques mois plus tard, toujours pendant la campagne d'Égypte, en avril 1799, Napoléon Bonaparte aurait eu l'intention de proclamer à Jérusalem la fondation d'un État juif. C'est quand même incroyable. Il appelle les Israélites les héritiers légitimes de la Palestine. Bonaparte et ses hommes font alors le siège depuis un mois de Saint-Jean d'Acre face aux Ottomans, soutenus par les Britanniques, l'éternel ennemi britannique. Et voici ce que dit en partie d'ailleurs le message du futur premier consul, je le cite: la grande nation, donc comprenez bien sûr la France, vous demande de prendre seulement ce qu'elle a déjà conquis avec son appui et son autorisation, de rester maître de cette terre et de la garder malgré tous les adversaires. Levez-vous, montrez que toute la puissance de vos oppresseurs n'a pu anéantir le courage des descendants de ces héros qui auraient fait honneur à Sparte et à Rome. Montrez que 2000 ans d'esclavage n'ont pas réussi à étouffer ce courage. Et il ajoute, Napoléon Bonaparte: hâtez-vous, c'est le moment qui ne reviendra peut-être pas d'ici 1000 ans de réclamer la restauration de vos droits civils, de votre place parmi les peuples du monde. Vous avez le droit à une existence politique en tant que nation parmi les autres nations.
vous avez le droit d'adorer librement le Seigneur selon votre religion. Mais le siège de Saint-Jean d'Acre se solde par un échec. Napoléon Bonaparte ne va pas jusqu'à Jérusalem et sa proclamation reste lettre morte. Et toujours est-il toutefois que ce texte figure dans un journal officiel, on va dire de l'époque, le Moniteur universel, quelques semaines plus tard. Et on a même retrouvé une version allemande de cette proclamation, découverte dans les archives d'une famille juive de Vienne, publiée une première fois en 1940 dans une traduction anglaise. Sauf qu'aujourd'hui encore, de nombreux historiens doutent sur l'authenticité de ces textes et même sur l'identité de son auteur. Donc est-ce que Napoléon Bonaparte a vraiment promulgué cela, a vraiment dit cela? Est-ce qu'il avait l'intention de faire cette proclamation à Jérusalem? Peut-être que saura-t-on un jour. Ça reste un mystère. Alors en 1800, Bonaparte, devenu premier consul, déclare au Conseil d'État: « C'est en me faisant catholique, je cite, que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais, dit-il, le temple de Salomon. » Oui, un petit peu présomptueux évidemment tout cela, mais ça montre aussi le côté universaliste de Napoléon Bonaparte qui quand même à l'époque effectivement commence ces fameuses conquêtes qui l'emmèneront évidemment des années plus tard à avoir quasiment toute l'Europe à son côté, vraiment une grande nation comme il disait, même si cela entraînera aussi sa chute. Mais la situation des Juifs, il faut le savoir, à l'époque, donc en 1800, ne fait pas l'objet de textes spécifiques pendant donc cette période du consulat. Par exemple, le fameux Concordat signé en 1801, cet accord entre le pape Pie VII et Napoléon Bonaparte, et qui, vous le savez, vise à réconcilier l'Église et l'État français après plus d'une décennie d'anticléricalisme, ajoute des articles concernant les protestants, mais rien sur les Juifs. Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, et c'est peu de temps après que la question juive finalement va devenir importante, plus précisément au moment de la crise financière de 1805. En octobre de cette année-là, le bulletin de police rapporte un pogrom en Alsace. Au commencement de ce mois, nous dit le texte, on avait répandu dans le Haut-Rhin que les Juifs devaient être tous massacrés les 10 et 11 Vendémiaires. Alors, le mois Vendémiaire, en fait, ça correspond à octobre dans le calendrier républicain, le mois du vent. Vous savez que le calendrier républicain avait des noms de mois qui se référaient à des moments de l'année, l'agriculture, la météo, etc. Et le préfet donc estimait que les Juifs faisaient eux-mêmes circuler ces bruits pour fixer sur eux l'attention des autorités. C'est ce que nous dit toujours le texte. Et par une lettre du 22 Vendémiaire, monsieur le maréchal Moncey expose qu'aucun trouble n'a eu lieu au jour indiqué, donc en faisant référence aux faits juifs. Le journal officiel ajoute: quelques individus signalés comme complices de ce projet ont été arrêtés et relâchés, s'étant justifiés complètement. Il existe cependant un mécontentement général et une haine prononcée contre les Juifs. On les accuse d'avoir ruiné plusieurs familles par des escroqueries de toute espèce. Napoléon Ier décide de prendre les choses en main pour faire la lumière sur cette affaire. Il déclare en 1806 au Conseil d'État: il y aurait de la faiblesse à chasser les Juifs, il y aura de la force à les corriger. On ne peut rien me proposer de pire que de chasser un grand nombre d'individus qui sont hommes comme les autres. Et oui, voilà, il se sent effectivement obligé de trouver des solutions et en même temps, effectivement, il admet que les Juifs sont des citoyens français. Donc il est vraiment dans une position assez partagée et il décide alors de prendre deux mesures, l'empereur. La première, c'est promulguer un décret qui proclame un moratoire d'1 an sur les dettes contractées auprès des Juifs dans l'Est de la France. Donc en clair, c'est une manière de calmer la colère manifestée à l'égard des Juifs accusés de pratiquer l'usure. Et puis, par ailleurs, et cela sera très important pour la suite, l'empereur décide au cours de l'année 1806 de convoquer à Paris une assemblée de notables juifs. Et oui, le grand Sanhédrin dont on aura l'occasion de reparler, c'est ce qui va entraîner donc cette fameuse réunion en référence à cette vieille institution qui servait notamment de tribunal civil et religieux et siégeait à Jérusalem et qui avait disparu depuis près de 2 siècles. C'est justement ce dont nous parlerons au prochain épisode de l'histoire des Juifs de France, toujours en votre compagnie. Christophe, merci. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'histoire des Juifs de France en podcast et en vidéo sur Radio J.